En 1945, derrière une vitre blindée, un vieillard en uniforme est hué par une foule enragée. On crie « traître » à celui que 30 ans plus tôt, des millions de Français acclamaient comme le sauveur de la patrie. Le même homme, le même visage, deux images qui se superposent et ne collent pas. Comment le vainqueur de Verdun a-t-il pu finir sur le banc des accusés, menacé de mort par son propre pays? Pour comprendre ce contraste vertigineux, il faut remonter presque un siècle en arrière, dans un petit village perdu du nord de la France, 24 avril 1856. À Cauchy-à-la-Tour, dans le Pas-de-Calais, le ciel est bas, le vent siffle entre les maisons de pierre. Dans une ferme modeste, un nouveau-né pousse son premier cri. On le baptise un peu plus tard Henri-Philippe Benoni, Omer Joseph Pétain. Le nom est long, la vie sera encore plus chargée. Son père, Omer Venant, est paysan. Sa mère, Clotilde, vient aussi de la terre. Pas de noblesse, pas de fortune, pas de traditions militaires éclatantes. Seulement des champs, de la boue et la lenteur cadencée des saisons. Philippe grandit au milieu de l'odeur du fumier, du craquement des charrettes et du bruit régulier de la pluie sur les toits de tuiles. L'enfance, pour lui, c'est la rudesse silencieuse de la campagne sous le Second Empire. On se lève tôt, on parle peu, on travaille dur. Très tôt, il perd son père. L'absence pèse, silencieuse, comme un trou dans la maison. Sa mère, épuisée, confie le petit Philippe à un oncle. Dans un village voisin, le garçon apprend que, dans la vie, rien n'est stable, rien n'est garanti. On peut tout perdre en un instant. Et puis, il y a la guerre. 1870. Philippe a 14 ans. Il voit passer sur les routes boueuses du Nord des colonnes de soldats en uniforme bleu et rouge, hagards, affamés, vaincus. Il entend les rumeurs sur Sedan, sur l'empereur capturé, sur Paris assiégé. Il voit surtout les regards des adultes, l'humiliation muette, la colère rentrée, la honte. Un jour, près de chez lui, un détachement bat en retraite. Des blessés sont étendus dans des charrettes, des bandages déjà rougis jusqu'au marron. L'un d'eux gémit, appelle sa mère, avant de s'éteindre dans l'indifférence résignée des autres. Cette vision colle à la mémoire du jeune Philippe comme une tache indélébile. C'est là, au milieu de cette débâcle, que germe quelque chose. Une idée simple, brutale. La France a été vaincue, écrasée, ridiculisée. Il faut que cela ne se reproduise plus jamais. Mais contrairement à d'autres qui rêvent de revanche héroïque, sabre au clair, Philippe, silencieux, observe, note, imprime. Il ne retient pas les charges glorieuses, mais les colonnes brisées, les morts inutiles, les chefs dépassés. Il ne rêve pas de panache, il rêve d'efficacité. À l'école, il se distingue par sa rigueur plus que par son éclat. Il n'est pas le brillant orateur, mais l'élève qui apprend méthodiquement, qui recopie, qui recommence. On lui conseille des études sérieuses, le droit peut-être, ou le clergé. Pourtant, l'ombre de 1870 le poursuit. À Saint-Omer, puis au lycée, il découvre les histoires des grandes batailles, les cartes d'état-major, les récits stratégiques. La guerre, pour lui, n'est déjà plus seulement un drame vécu à distance. C'est un problème à résoudre, un mécanisme à comprendre. En 1876, il franchit le pas, il tente le concours d'entrée à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, le berceau de l'élite de l'armée française. Saint-Cyr, pour un fils de paysan, c'est une autre planète. Les uniformes impeccables, les traditions, les chants, les fils de notables. De bourgeois, parfois de nobles. L'examen est impitoyable. Philippe n'a pas le charisme, mais il a l'endurance. Il réussit. Quand la nouvelle arrive au village, on la lit à voix haute. Clotilde, sa mère, essuie discrètement une larme. Son fils sera officier. Dans un pays écrasé par la défaite de 1870, c'est plus qu'un métier, c'est une mission. À Saint-Cyr, le jeune Pétain n'est pas de ceux qui occupent le centre de la salle. Il reste en retrait, observe. Il découvre un monde où l'on vénère la bravoure, où l'on glorifie la belle attaque, le sourire aux lèvres, le sabre tiré, sous les balles ennemies. L'idéal enseigné, c'est l'élan, la charge, le sacrifice. Beaucoup de ses camarades rêvent de mourir en héros, drapeau en main. Philippe, lui, se demande surtout comment faire pour ne pas mourir, et encore moins pour envoyer ses hommes à l'abattoir. Alors que la mode intellectuelle dans l'armée est à l'emphase et au romantisme guerrier, lui se tourne déjà vers quelque chose de plus froid, de plus clinique, le feu, la logistique, la préparation. À la sortie de Saint-Cyr, en 1878, il choisit l'infanterie.
l'arme la plus exposée, la plus meurtrière, mais aussi la plus décisive. On l'envoie dans différentes garnisons, du nord au sud de la France. Année monotone, défilés, manœuvres, paperasse. Philippe avance, mais lentement. Il n'est pas du genre à se faire remarquer dans les salons. Il parle peu, ne flatte pas, n'intrigue pas. Dans une armée où la carrière dépend trop souvent des appuis politiques et des relations mondaines, c'est presque un handicap. Pendant que Philippe enchaîne les régiments, la Troisième République se cherche. L'affaire Dreyfus éclate, déchire l'armée, oppose officiers et intellectuels, divise les familles. Pétain, lui, reste en retrait du tumulte public. Ce silence ne veut pas dire qu'il ne voit rien. Il comprend que l'armée est un champ de bataille politique, que les convictions peuvent détruire des carrières. Mais il se refuse à se laisser enfermer dans un camp. Il observe, encore une fois, en spectateur inquiet, début du XXe siècle. Philippe Pétain a passé la quarantaine. Dans les messes, beaucoup le considèrent déjà comme un officier sérieux, compétent, mais sans avenir brillant. On le dit trop théoricien, pas assez flamboyant. Pourtant, c'est précisément là que commence à se creuser une ligne de fracture qui va le définir. Sa conception de la guerre s'oppose de plus en plus frontalement à celle d'une partie du haut commandement. À l'école de guerre, où il enseigne un temps, il répète une formule qui choque. Le feu tue. 3 mots comme un coup de poing. Pour lui, la puissance de feu moderne, mitrailleuse, artillerie lourde, a changé la nature du combat. Une charge héroïque à découvert, sous un déluge de balles, ce n'est plus du courage, c'est du suicide. Il l'explique, graphiques à l'appui, chiffres en main. Mais en face, une autre école triomphe, celle de l'offensive à outrance, menée par des esprits brillants, charismatiques, qui promettent de laver l'affront de 1870 par la fureur des assauts. Parmi ces champions de l'offensive, un nom revient souvent, Ferdinand Foch. Foch, c'est presque l'anti-Pétain. Là où Pétain est froid, mesuré, taciturne, Foch est fougueux, exalté, capable d'enflammer un amphithéâtre en quelques phrases. Il croit à la volonté, à la foi, à l'énergie irrésistible de l'attaque. Pour lui, l'armée française doit être un torrent qui emporte tout. Pour Pétain, ce torrent risque surtout de se briser sur les barbelés et les mitrailleuses. Dans les couloirs de l'armée, on commence à murmurer qu'entre ces deux visions, il faudra bien un jour choisir. Les réunions d'état-major deviennent parfois de véritables joutes idéologiques. Un jour, alors qu'il expose encore son credo du feu tue devant un parterre d'officiers, Pétain se heurte à des rires étouffés, à des sourires ironiques, un général cinglant, lâche. Avec des gens comme vous, mon cher Pétain, on ne ferait jamais la guerre. Philippe encaisse, sans répondre, mais à l'intérieur, la colère gronde. Il ne veut pas renoncer. Il sait qu'en temps de paix, ses idées paraissent excessives, presque lâches. Il pressent qu'en temps de guerre, elles deviendront une question de vie ou de mort. Le temps, pourtant, joue contre lui. Les années passent, implacables. En 1910, il n'est encore que colonel. À plus de 50 ans, dans l'armée française, l'âge limite de la retraite des colonels approche et la promotion au grade de général ne vient pas. S'il n'est pas nommé, s'il reste coincé, tout s'arrêtera là. Sa carrière, ses idées, son influence. Balayées, d'autres, comme Foch, montent en flèche, accumulent les postes prestigieux, deviennent des figures incontournables. Pétain, lui, reste dans l'ombre, rangé dans la catégorie des bons professionnels sans génie. Le tic-tac du temps, jusque-là discret, devient soudain assourdissant. Il lui reste quelques années, peut-être moins, pour franchir ce mur invisible qui sépare les exécutants des décideurs. Chaque inspection, chaque rapport, chaque manœuvre compte. Le moindre faux pas pourrait être fatal. Quand il écrit, en marge d'un document, ses critiques contre l'offensive à outrance, il sait qu'il se fait des ennemis puissants. Mais il ne peut pas se résoudre à se taire. Il a vu, adolescent, les colonnes en déroute de 1870. Il refuse de laisser la France courir, les yeux fermés, vers un nouveau désastre. Les tensions internationales, elles aussi, s'accélèrent. Crises au Maroc, rivalité coloniale, course aux armements. L'Europe semble glisser, à pas compter, vers un précipice. Dans les casernes, on parle de plus en plus ouvertement de la prochaine guerre. Certains, grisés, l'attendent presque avec impatience. L'occasion enfin de prouver sa valeur, de gagner des galons dans le fracas des canons. Pétain, lui, n'a pas cette fièvre-là.
Il sent venir la tempête comme un paysan sent l'orage, avec un mélange de fatalisme et de crainte lucide. 1814, 1870. L'histoire de la France est jalonnée de victoires éclatantes et de catastrophes humiliantes. À la veille de 1914, une idée domine pourtant le haut commandement. Cette fois, l'attaque française sera irrésistible. On a conçu un plan, le fameux plan 17, qui prévoit des offensives massives en Lorraine et en Alsace. Les uniformes restent éclatants, rouges et bleus, comme si on refusait d'admettre que les champs de bataille modernes exigent la discrétion, la protection, la prudence. Pétain regarde ces préparatifs avec un malaise grandissant. Tout, dans ce dispositif, lui paraît ignorer la réalité du feu moderne. Et lui, dans tout ça, il commande un régiment, puis une brigade, toujours à la frontière de ce monde des généraux, où se dessinent les grandes orientations. Le couperet de l'âge approche dangereusement. Dans les bureaux, certains commencent à chuchoter que ce colonel, aussi compétent soit-il, n'a plus vraiment sa place dans l'armée de demain. On pense déjà à le remplacer par des plus jeunes, plus dynamiques, plus conformes à l'idéologie offensive dominante. Chaque signature en bas de ces états de service peut être la dernière. L'été 1914 arrive, lourd, brûlant. Le 28 juin, l'archiduc François Ferdinand est assassiné à Sarajevo. En quelques semaines, l'Europe entière s'embrase. Mobilisation générale. Les gares se remplissent de trains bondés, de hommes en uniforme qui chantent, qui sourient, qui brandissent des fleurs. On jette des confettis, on promet que tout sera fini à Noël. Dans les villes, on applaudit. Dans les campagnes, on s'inquiète en silence. Pétain, lui, ne sourit pas. Il sait que ce qui s'annonce ne ressemble pas aux guerres d'antan. Il sent confusément que tout ce qu'il a essayé d'enseigner, toutes ses mises en garde, vont être mises à l'épreuve, dans la boue et le sang. Au moment où la France bascule dans la guerre, où les trains militaires avalent des milliers d'hommes par minute, Philippe Pétain n'est toujours pas général. Il est à quelques mois, peut-être quelques semaines, de l'âge qui le rendra inapte à toute promotion. S'il ne prouve pas immédiatement sur le terrain la valeur de ses idées, s'il ne se distingue pas dans le chaos à venir, il sortira de l'histoire par la petite porte, tandis que ses rivaux, Foch et les autres, écriront le grand récit de la victoire ou de la défaite. Les ordres tombent. Pétain rejoint son unité, quelque part dans le nord-est de la France, à la tête d'hommes qui ne savent pas encore ce qui les attend. Ils portent encore le pantalon Garance, la tunique bleue, le képi bien droit, beaucoup plaisante, comme s'ils partaient pour une longue manœuvre, un grand jeu. Lui les regarde monter dans les wagons, un par un, et ne peut s'empêcher d'imaginer ce que feront les balles, les obus, les shrapnels. Sur ces silhouettes droites, exposées, il sait que derrière les discours flamboyants du haut commandement, une réalité plus froide se prépare, celle des premières rencontres avec la mitraille moderne. Sur les quais, les horloges marquent le départ. Le temps qui restait à Pétain se contracte brusquement. Ce n'est plus seulement l'horloge de sa carrière qui tourne, c'est celle de milliers de vies placées entre ses mains. Dans quelques jours, dans quelques heures peut-être, il devra prendre des décisions qui feront la différence entre un carnage inutile et une résistance organisée. Et pendant ce temps, loin de là, dans des bureaux feutrés, d'autres, comme Foch, tracent déjà sur les cartes de grandes flèches offensives, sûrs de leur génie, convaincus que la victoire appartiendra à ceux qui osent. Le train s'ébranle, les champs s'éloignent, les visages disparaissent derrière la fumée noire de la locomotive. Dans ce bruit de ferraille et de charbon, un affrontement invisible vient de commencer. Celui de deux façons de faire la guerre, de deux hommes qui, chacun à leur manière, veulent sauver la France. L'un mise sur l'attaque, l'autre sur le feu. Et pour Philippe Pétain, le temps, désormais, ne se compte plus en années, ni même en mois. Il se compte en bataille, en ordre, donné à la minute, en décision prise sous la pression étouffante de l'urgence. Dans cette guerre qui débute, il n'aura qu'une seule chance de montrer qu'il avait raison avant les autres. S'il échoue, il disparaîtra avec les premiers régiments fauchés. S'il réussit, alors la France apprendra un nom qu'elle ne connaît pas encore. En août 1914, on le regarde comme un officier en fin de carrière, presque bon pour la retraite. 2 ans plus tard, des soldats épuisés se dresseront dans la boue en hurlant son nom comme un cri de ralliement. « Vive Pétain !» Entre ces deux images,
Il y a quelques mois seulement, quelques décisions prises à la minute et une rivalité glacée avec un autre, homme qui, lui, rêve de charges flamboyantes et de victoires écrites en grandes flèches rouges sur les cartes. Le sablier est renversé. Philippe Pétain n'a plus des années pour prouver qu'il avait raison. Il a des semaines, parfois des heures. Les premières offensives de 1914 confirment ses pires craintes. Dès août, les colonnes françaises, pantalons Garance et képis bien droits, se jettent à l'assaut en chantant « À la baïonnette !» crient les officiers, fidèles à la doctrine de l'offensive à outrance. En face, les mitrailleuses allemandes n'ont pas d'état d'âme. Les lignes se couchent, fauchées nettes. En quelques jours, des régiments entiers sont taillés en pièces. Dans les fossés, les corps s'empilent. Uniforme rouge éclaboussé de boue noire. Pétain, à la tête de sa brigade, voit le désastre se répéter, village après village. Là où d'autres ordonnent de nouvelles attaques pour sauver l'honneur, lui fait creuser, se retrancher, concentrer l'artillerie. Il gagne des mètres plutôt que des kilomètres, mais il garde ses hommes vivants. Ses supérieurs froncent les sourcils, trouvent sa prudence suspecte, presque déshonorante, mais dans ses unités, on commence à murmurer que le colonel Pétain, lui, ne nous envoie pas nous faire tuer pour rien. L'automne transforme la guerre en piège. Les offensives s'enlisent, les armées s'enterrent. C'est la naissance du front continu, des tranchées, de cette cicatrice de boue qui balafre la France du nord au sud. Dans ce chaos figé, la façon de penser de Pétain devient un atout. On lui confie une division, puis un corps d'armée. Il a enfin l'étoile de général, de justesse, à presque 60 ans, ce qui devait être le début de la fin devient soudain un départ tardif. Mais pendant qu'il grimpe, un autre grimpe plus vite. Ferdinand Foch, l'apôtre de l'offensive. Foch dirige des armées entières, enflamme les états-majors avec ses discours sur la volonté et l'énergie morale. Sur la carte, deux trajectoires se croisent, celle de l'officier longtemps méprisé et celle du brillant théoricien de l'attaque. L'un des deux finira par commander à tous les autres. En 1915, dans l'Artois et en Champagne, les grandes offensives françaises tournent à la boucherie industrielle, des centaines de milliers de morts pour quelques kilomètres de terrain. Les rapports remontent, froids, chiffrés, insoutenables. Pétain, lui, gagne en réputation. Il prépare ses attaques avec minutie, refuse les assauts sans préparation d'artillerie. Il répète, obstiné, « Le feu tue ». Dans un état-major ivre d'idéalisme offensif, cette obsession paraît presque cynique. Mais quand ces unités subissent moins de pertes que les autres, quand ces hommes tiennent là où d'autres craquent, les regards changent. On commence à dire que ce général-là ménage trop ses troupes. Compliment ambigu, dans une armée où la mort au combat reste un idéal. Pétain accepte cette étiquette. Il sait qu'au fond, c'est ce qui le distingue. Puis arrive 1916, et avec elle, la fournaise qui va tout faire basculer, Verdun. En février, les Allemands déclenchent une offensive d'une violence inouïe sur ce saillant symbolique du front. Le ciel se déchire sous les obus, la terre se soulève, les forêts sont rasées en quelques heures. Les premières lignes françaises reculent, vacillent. Paris commence à paniquer. Si Verdun tombe, c'est plus qu'une position qui est perdue. C'est un mythe, une part de l'âme nationale. À l'état-major, on cherche un homme capable de stopper l'hémorragie. Le nom de Pétain s'impose presque malgré les réticences. Il est méthodique, froid, peu porté aux gestes spectaculaires. Justement ce qu'il faut pour tenir, coûte que coûte. Quand il arrive à Verdun, la scène est apocalyptique. Les routes sont saturées de colonnes en déroute, de blessés hagards, de chevaux éventrés. L'air lui-même semble chargé de poussière de chair et de pierre. Pétain regarde ce champ de ruines et formule son premier ordre obsessionnel. Le ravitaillement d'abord. Il comprend que la bataille ne se gagnera pas dans un seul coup d'éclat, mais dans une logistique infernale, une organisation implacable. Il met en place la voie sacrée, cette route unique par laquelle, jour et nuit, des camions montent vers Verdun toutes les minutes, sans interruption. Il impose un système de rotation des unités, la noria, pour que les régiments épuisés soient relevés avant de se disloquer. Pour les hommes qui montent en ligne, une certitude naît. Ils ne seront pas abandonnés jusqu'à la dernière cartouche. Face à lui, Foch désapprouve cette conception d'une défense obstinée, presque statique. Il continue de prêcher l'attaque à tout prix. Ailleurs sur le front, dans les salons de l'arrière, on débat.
Le vrai génie est-il celui qui lance l'offensive décisive ou celui qui organise la résistance inébranlable? Sur les pentes de Verdun, la réponse se joue dans la boue et le sang. Les Allemands déclenchent des assauts successifs. Appuyés par des déluves d'artillerie, les collines se transforment en paysages lunaires, criblés de cratères. Et pourtant, la ligne ne cède pas. Les soldats, transis, grelottants de peur et de fatigue, répètent un mot. Pétain. On raconte qu'il vient lui-même dans les secteurs les plus exposés, qu'il écoute les hommes, qu'il parle peu mais regarde chacun dans les yeux. À Verdun, il n'est plus seulement un général, il devient une présence, presque une figure paternelle, qui promet une chose simple et rare dans cette guerre. Je ferai tout pour que vous ne mouriez pas pour rien. Verdun, c'est aussi une horloge monstrueuse. Chaque jour, chaque heure compte. Les pertes se chiffrent en milliers de vies par semaine. Le gouvernement presse. Il faut tenir jusqu'à... Quand exactement? Jusqu'à ce que l'ennemi s'épuise, jusqu'à ce qu'une autre offensive ailleurs le oblige à détourner ses forces. Pétain vit au rythme de télégrammes laconiques, de cartes constamment mises à jour, de rapports de munitions. Il est pris en étau entre le devoir de résister et l'obsession de limiter le carnage. Trop céder, c'est offrir Verdun à l'ennemi. Trop s'entêter, c'est sacrifier une génération entière. Il marche sur une ligne de crête étroite, sous le regard soupçonneux de ses supérieurs, sous les sarcasmes feutrés de ceux qui, comme Foch, jugeant son style de commandement défensif, au point d'en être presque coupable. Quand enfin, après des mois de combats hallucinants, l'offensive allemande s'essouffle, Verdun tient toujours. Pétain est acclamé en héros. Les journaux publient son portrait, moustache blanche, regard dur. La France traumatisée a trouvé un visage à sa résistance, mais dans les coulisses, une autre bataille recommence, celle des influences au sommet de l'armée. Le haut commandement ne veut pas que ce général prudent, presque rétif à la belle attaque, devienne l'icône unique de la victoire. On le remplace à Verdun par Nivelle, plus offensif, plus docile, plus conforme à l'idéologie dominante. C'est un premier twist cruel. L'homme qui a sauvé Verdun est déplacé, presque écarté, parce qu'il rassure trop les hommes et inquiète trop les théoriciens de la grande offensive décisive. En 1917, cette obstination offensive tourne au désastre. Nivelle lance une immense opération sur le chemin des Dames, promettant une percée en 48 heures. Résultat, un massacre. Les troupes, épuisées, brisées, commencent à refuser d'obéir. Des mutineries éclatent dans des dizaines de régiments. Les soldats ne veulent plus monter pour se faire tuer dans des attaques absurdes. La France est à quelques semaines d'un effondrement militaire et moral. Et soudain, tous les regards se tournent vers celui qu'on vient de pousser sur le côté. Pétain. En mai 1917, il est nommé commandant en chef des armées françaises. On lui confie une mission impossible, sous une pression temporelle folle. Sauver une armée qui ne veut plus se battre, sans perdre la guerre, sans provoquer de révolution. La façon dont il gère la crise fait de lui, pour beaucoup, le sauveur de la patrie. Il frappe vite, mais avec mesure. Les meneurs des mutineries les plus graves sont condamnés, certains fusillés, pour restaurer l'autorité. Mais en parallèle, il change tout ce qui peut l'être. Amélioration des permissions, meilleure nourriture, rotation plus régulière. Limitation des offensives suicidaires. Il répète à ses officiers « J'attends des Anglais le gros de l'effort offensif. Nous tiendrons ». Il refuse obstinément de relancer des attaques massives qui gaspilleraient des vies sans espoir de succès. Pour lui, le temps n'est plus à l'héroïsme aveugle, mais à la survie calculée. En attendant l'arrivée en masse des soldats américains, cette stratégie, aux yeux de certains, frôle la lâcheté. Pour d'autres, c'est la seule forme de courage encore possible dans une armée au bord de la rupture. C'est à ce moment-là que la rivalité avec Foch atteint son paroxysme. En 1918, quand l'Allemagne lance ses dernières offensives titanesques, les Alliés décident de se doter d'un commandement unifié qui, de Foch ou de Pétain, incarnera ce chef suprême. Foch, avec son verbe ardent, son goût de l'attaque, séduit les Britanniques et une partie des politiques français. Pétain, avec sa prudence, inquiète. Le choix tombe. C'est Foch qui devient généralissime des armées alliées. Pétain est relégué au rôle de commandant en chef des seules forces françaises, comme si on lui disait « Tu tiendras ta ligne et laisse les grandes manœuvres à l'autre ». Humiliation discrète mais réelle.
Quand l'armistice est signé le 11 novembre 1918, les foules acclament deux noms, Foch, le stratège de la victoire, et Pétain, le vainqueur de Verdun. Deux héros, deux visions de la guerre, deux vainqueurs qui savent, au fond d'eux, qu'ils se sont affrontés autant qu'ils ont combattu l'ennemi. Pour Pétain, la paix ouvre une nouvelle vie. Il a 62 ans, mais son nom est désormais synonyme de gloire nationale. On lui décerne le bâton de maréchal de France en 1918. Dans un pays endeuillé, il apparaît comme un père protecteur, solide, rassurant. Les rues, les places, les écoles commencent à porter son nom. On imprime son visage sur des cartes postales, on accroche son portrait dans les mairies. Il devient inspecteur général de l'armée, puis vice-président du Conseil supérieur de la guerre. En clair, l'homme qui pense la défense du pays pour l'avenir. Les politiques, qu'il avait souvent ignorés avant 1914, cherchent désormais sa caution. Dans une France qui se voudrait redevenue paisible, il incarne la sécurité. Mais l'ombre de la guerre plane encore. Les années 1920 sont celles des cimetières militaires qui s'étendent à perte de vue, des gueules cassées qui mendient dans les gares, des familles amputées. Pour Pétain, cette hécatombe confirme que ses idées n'étaient pas du défaitisme, mais du réalisme. Il s'oppose, presque instinctivement, à toute nouvelle aventure offensive. Quand certains militaires évoquent la possibilité de porter la guerre chez l'ennemi en cas de nouveau conflit, il revient à ses obsession, fortification, puissance de feu, économie des hommes. Il soutient sans réserve le projet de ceinture défensive qui, des Flandres à la Suisse, doit protéger la France. La ligne Maginot, une muraille de béton et d'acier, truffée de canons, profondément enracinée dans le sol, une citadelle moderne qui semble garantir que jamais plus un Verdun ne surgira par surprise. Aux yeux de beaucoup, c'est du bon sens. Mais derrière ces blocs de béton, une idée dangereuse se fige. La prochaine guerre sera défensive, lente, statique. On oublie que l'ennemi, lui aussi, apprend. Les années 1930 voient le vieil homme glisser peu à peu vers la politique. En 1934, à 78 ans, il devient ministre de la guerre dans le gouvernement Doumergue. Dans un Paris secoué par les émeutes du 6 février, on fait appel à lui comme à une figure d'ordre, de stabilité. Son nom rassure, encore une fois, mais cette entrée en politique est déjà teintée d'amertume. Il déteste les querelles de parti, les compromis parlementaires. Il méprise les bavards de la Chambre qui, selon lui, affaiblissent l'autorité et sapent la discipline. Ce maréchal, adulé pour avoir sauvé l'armée en 1917, commence à nourrir un ressentiment profond contre le régime même qui l'a porté. ONU, la Troisième République. En 1939, au bord d'une nouvelle guerre, Pétain est nommé ambassadeur de France auprès du régime de Francisco Franco, en Espagne. À 83 ans, c'est censé être une retraite dorée, un poste prestigieux mais lointain, loin des décisions brûlantes. Pourtant, même à Madrid, il ne cesse de juger, de commenter, d'alerter. Il répète que la France n'est pas prête, que son armée est mal commandée, que les dirigeants politiques manquent de fermeté. Il voit monter en Allemagne une puissance agressive, rapide, mobile, exactement le contraire de ce que la ligne Maginot est conçue pour affronter. Le vieil homme bougonne, écrit des lettres remplies de sarcasme et d'avertissement. À Paris, on les lit, on les classe, on les oublie. Puis vient mai 1940. La Wehrmacht se jette sur les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg et perce le front français à Sedan, avec une rapidité stupéfiante. Les chars allemands contournent la ligne Maginot comme on contourne un vieux mur inutile. En quelques semaines, la France s'effondre. Des millions de civils fuient sur les routes. Les colonnes allemandes foncent vers la mer. Dans les ministères, c'est la panique. Le gouvernement de Paul Reynaud vacille. Et soudain, comme en 1917, le même réflexe surgit. Appeler le vieil homme. On télégraphie à Madrid. Pétain revient précipitamment en France. Le 18 mai 1940, il devient vice-président du Conseil, numéro 2 du gouvernement. À 84 ans, au milieu d'un désastre militaire foudroyant, on lui demande encore, une fois de plus, de sauver ce qui peut l'être. Le temps, cette fois, ne se compte plus en mois, ni même en semaines, mais en heures. Chaque journée de combat supplémentaire voit des divisions entières encerclées, détruites. Reynaud hésite entre continuer la lutte, peut-être depuis l'Afrique du Nord, ou demander l'armistice. Pétain, lui, est convaincu que la bataille est perdue.
Il voit dans l'armistice non pas une capitulation honteuse, mais un moyen de mettre fin au combat pour, pense-t-il, préserver ce qui reste de la France, son territoire non occupé, son empire colonial, sa population. Dans les conseils des ministres, la tension est électrique. Deux lignes s'affrontent à nouveau, comme autrefois entre lui et Foch. Celle du combat à outrance, peut-être jusqu'au sacrifice total, et celle du repli, du compromis avec la réalité brute de la défaite. Les heures décisives de juin 1940 ressemblent à une course contre la montre. Le gouvernement se replie à Bordeaux, les ministres s'épuisent en débats sans fin. Reynaud hésite jusqu'à la rupture. Le 16 juin, il démissionne. Le président de la République, Albert Lebrun, se tourne alors vers le seul homme dont le nom garde encore, pour la plupart des Français, un éclat quasi sacré, le vainqueur de Verdun. Pétain devient président du Conseil, chef du gouvernement. Il prend immédiatement la parole à la radio, sa voix est lente, grave, usée par l'âge, mais reconnaissable. « C'est le cœur serré que je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat », déclare-t-il au pays. En quelques phrases, il scelle le destin de millions d'hommes et de femmes. Beaucoup, sur les routes de l'Exode, entendent ces mots comme un soulagement, d'autres comme une trahison. À ce moment précis, Pétain pense encore, sincèrement, accomplir une mission de sauvegarde, comme en 1917. Il se voit, peut-être, comme celui qui évitera à la France l'anéantissement complet. Mais ce choix ouvre une porte qu'il ne pourra plus refermer. L'armistice signé, le gouvernement s'installe à Vichy. Le 10 juillet 1940, l'Assemblée nationale, réunie au complet, vote les pleins pouvoirs au maréchal. Par 569 voix contre 80, on lui confie la tâche de rédiger une nouvelle constitution. La Troisième République cesse d'exister. Un nouvel État naît, qui portera un nom simple et lourd, l'État français, dirigé par Philippe Pétain. Dans les rues, des affiches apparaissent. « Je tiens mes promesses, même celles des autres », signé Pétain. Des millions de Français voient encore en lui le vieux soldat qui, jadis, les a protégés du feu allemand. Ils ignorent qu'en lui confiant à nouveau le destin du pays, c'est vers un tout autre champ de bataille qu'il les entraîne. Celui où les obus ont été remplacés par les lois, les baïonnettes par les décrets, mais où les vies brisées se compteront encore. Une fois, par centaines de milliers, le maréchal croit entrer dans la dernière mission de sa vie, c'est en réalité le début de sa chute. La même main qui, à Verdun, signait des ordres pour renforcer les positions et économiser les vies, trace maintenant d'un geste lent, mais sûr, ces mots glacés. Les Juifs sont exclus de... Sur le bureau du maréchal, la plume grince, les papiers bruissent, et dehors, dans la nuit de 1941, des trains commencent déjà à rouler, wagon clos, lampe éteinte. Le héros de 1916, celui que la France acclame encore comme son sauveur, transforme par sa signature le pays meurtri en machine. Administrative au service de l'occupant? Comment ce basculement est-il possible? Comment le bouclier tant vanté devient-il, pas à pas, un instrument de la brisure? À Vichy, tout commence pourtant avec une promesse de redressement. Au lendemain du vote des pleins pouvoirs, les portraits de Marianne disparaissent des mairies, remplacés par l'effigie sévère de Philippe Pétain. Le drapeau tricolore reste, mais la devise change. Liberté, égalité, fraternité s'effacent au profit de travail, famille, patrie. Dans les écoles, on décroche les bustes de la République. À leur place, on accroche la photographie du vieux maréchal, képi brodé, regard fixe. Chaque matin, des milliers d'enfants se lèvent en classe pour écouter sa voix à la radio. Prière civique nouvelle. Français, vous m'avez donné votre confiance, je ne vous tromperai pas. Pétain se voit investi d'une mission quasi paternelle. Refaire les Français, corriger ce qu'il croit être des décennies de laxisme, de démocratie bavarde, d'individualisme. Il parle de révolution nationale, mais c'est une révolution à rebours, retour à la terre, aux hiérarchies, aux autorités. On dissout les partis, on muselle les syndicats, on censure les journaux. Les préfets, nommés d'en haut, deviennent les bras du régime dans chaque département. Dans ce décor, une lutte silencieuse commence, qui va structurer tout le reste. Le duel entre Philippe Pétain et son principal collaborateur, Pierre Laval. Laval est tout ce que le maréchal n'est pas. Plus jeune, volubile,
Ancien avocat madré, il connaît les coulisses du pouvoir, les chancelleries, les comités secrets, là où Pétain avance avec la lenteur d'un vieux soldat qui pèse chaque mot, Laval fonce, intrigue, promet, négocie directement avec les Allemands. Pour lui, l'armistice n'est pas seulement une suspension des hostilités, c'est une chance. Il est persuadé que l'Allemagne va gagner la guerre et que la France doit se placer, au plus vite, du bon côté pour obtenir une place privilégiée dans l'Europe dominée par Hitler. Entre les deux hommes, l'affrontement ne porte pas seulement sur des détails de politique, c'est une bataille pour l'âme du régime. À l'automne 1940, cette rivalité prend une dimension tragique. Le 24 octobre, à Montoire, dans une petite gare perdue, Pétain rencontre Hitler. La scène, filmée, deviendra un symbole empoisonné. Sur le quai, le vieux maréchal, raide dans son manteau, avance vers le Führer. Autour d'eux, des uniformes noirs, des brassards à croix gammées, des drapeaux nazis qui claquent dans le vent, puis vient ce geste si court, si lourd, la poignée de main. À la radio, Pétain résume quelques jours plus tard « J'entre dans la voie de la collaboration ». Il ne prononce pas ce mot par hasard. Laval le pousse dans ce sens depuis des semaines, convaincu que c'est là la seule carte à jouer. Le maréchal, lui, pense encore pouvoir orienter cette collaboration, l'utiliser comme un marchepied pour récupérer des prisonniers, alléger les charges d'occupation, préserver un reste de souveraineté, mais dès les premiers mois, une ligne est franchie sans que le vieil homme s'arrête. À l'automne 1940, le régime adopte, de sa propre initiative, le premier statut des Juifs. Ce n'est pas un décret dicté mot pour mot par Berlin. C'est un texte rédigé par des juristes français, durci de la main de Pétain, lui-même, qui raye de la fonction publique, de l'enseignement, des professions culturelles, des milliers de citoyens en raison de leur origine. Les conversations d'état-major, les évaluations stratégiques de la Grande Guerre se sont muées en minutieuses classifications raciales, en pourcentage de sang juif. Des familles entières découvrent, par un paragraphe au journal officiel, qu'elles n'ont plus leur place dans la nation qu'elles croyaient servir. Pour justifier ces mesures, Pétain invoque le redressement moral. Il répète que la France doit se purifier de ses éléments indésirables, de ses influences corruptrices. Dans ce vocabulaire feutré, les vies se brouillent, deviennent des abstractions. À Vichy, on signe des listes, on valide des statistiques. Sur le terrain, cela se traduit par des files d'hommes, de femmes, d'enfants qui se présentent, sommés de se déclarer à la préfecture et de livrer leurs papiers, parfois leurs biens. Des camps s'ouvrent dans la zone dite libre, Gurs, Rivesaltes, les Mills, des baraques de bois, de la boue jusqu'aux chevilles, des regards perdus derrière des barbelés français, gardés par des gendarmes français au nom de lois françaises. Pourtant, même à ce moment, Pétain est encore convaincu qu'il joue une partie subtile, une course contre le temps de la guerre qui s'étire. Le temps de l'Allemagne qui veut des résultats rapides, ravitaillement, ouvriers, matières premières, police docile. Le temps, enfin, que lui-même sait compter. Il approche des 85 ans, s'épuise vite, s'assoupit parfois en conseil. Il se répète, à lui-même et à son entourage, que tout l'enjeu est de tenir jusqu'à un éventuel retournement du conflit, jusqu'à ce que l'équilibre des forces change. De Gaulle, à Londres, appelle à continuer la lutte. Pétain, à Vichy, s'accroche à l'idée qu'en cédant ici, en négociant là, il préservera assez de substance pour que la France, plus tard, puisse se redresser. C'est là que son face-à-face avec Laval se fait le plus aigu. Laval ne veut pas tenir en attendant un changement. Il veut miser tout de suite sur la victoire allemande. Dans les réunions, il parle vite, cite les promesses des ambassadeurs du Reich, assure que, si l'on va plus loin dans la collaboration, et on obtiendra peut-être la libération de centaines de milliers de prisonniers, le retour de l'Alsace-Lorraine, une meilleure place. Dans la Nouvelle Europe, Pétain écoute, grimace, hésite. Il se méfie de cet homme qu'il juge cynique, intéressé, trop proche de l'occupant. En décembre 1940, dans un sursaut d'autorité, il le congédie brutalement. Laval est renvoyé dans sa propriété de Châteldon. Tenu à l'écart, la presse vichiste salue la victoire du maréchal sur les influences troubles. Mais ce renvoi, qui ressemble à un triomphe, n'est qu'un répit. Laval, dans l'ombre, reste en contact avec les Allemands.
À Vichy, d'autres figures émergent, l'amiral Darlan, puis plus tard des ultras de la collaboration comme Darnan ou Déat. Les lois anti-juives se multiplient, les opposants sont arrêtés, internés, parfois livrés à la Gestapo. La répression s'abat sur les communistes, les gaullistes, les réseaux qui se créent un peu partout. Les affiches rouges annoncent les exécutions d'otages. À chaque fois, la signature de Pétain, ou au moins son accord tacite, se trouve quelque part au bas de la chaîne. Le temps, lui, ne joue plus du tout comme l'avait imaginé le maréchal. 1941 voit l'Allemagne s'enfoncer dans l'immensité soviétique. En décembre, les États-Unis entrent en guerre. Peu à peu, l'hypothèse d'une victoire définitive du Reich se fissure. Alors que la carte du monde se colore de plus en plus aux couleurs des Alliés, Pétain se retrouve face à une question qu'il ne peut pas prononcer à haute voix. Que se passera-t-il quand cette guerre se terminera et que la France devra rendre des comptes sur ce qu'elle a fait pendant ces années d'armistice? Restera-t-il, dans la mémoire des hommes, comme le bouclier protecteur ou comme le visage d'un consentement? En 1942, tout s'accélère. Les nazis exigent davantage de céréales, davantage de minerais et surtout, désormais, des hommes. Le service du travail obligatoire est mis en place. Des centaines de milliers de jeunes Français sont réquisitionnés pour aller travailler dans les usines allemandes. Les Allemands veulent aussi que la question juive soit traitée avec efficacité. Les rafles, d'abord tournées contre les Juifs étrangers, s'étendent aux Juifs français. En juillet 1942, la rafle du Vel d'Hiv à Paris voit plus de 13 000 personnes, dont plus de 4 000 enfants, enfermés dans un vélodrome surchauffé avant d'être entassés dans des trains vers l'Est. La police française organise, exécute, barre les rues, arrache les familles à l'aube. À Vichy, Pétain est tenu informé, il ne donne pas l'ordre direct, mais il ne rompt pas non plus. Il reste, il se tait. Entre-temps, un autre retournement, cruel, scelle sa rivalité avec Laval. Sous la pression allemande, ce dernier est rappelé au pouvoir au printemps 1942. Pétain est contraint de le nommer de nouveau chef du gouvernement. Le vieux maréchal comprend qu'il vient de perdre une bataille décisive. Désormais, c'est Laval qui discute directement avec Hitler, qui promet des contingents d'ouvriers, des trains de déportés, qui prononce à la radio des phrases glaçantes. « Je souhaite la victoire de l'Allemagne ». Pétain, lui, continue d'apparaître à l'écran, figure raide et silencieuse, réduite à quelques discours généraux, à des visites protocolaires. Le pouvoir réel lui échappe. Au Conseil, il tente parfois de s'opposer à Laval, d'arracher des adoucissements, d'ajouter un « sauf » ou un « cependant » dans une loi, mais chaque concession arrachée coûte un peu plus de dignité et d'illusion. Le temps limite se resserre. Sur les cartes du haut commandement allemand comme sur celles des Alliés, la France n'est plus qu'un pion. En novembre 1942, les Anglo-Américains débarquent en Afrique du Nord. En réaction, Hitler ordonne l'invasion de la zone libre. Des colonnes de blindés allemands franchissent la ligne de démarcation, entrent dans Vichy, s'installent à proximité du siège du gouvernement. Le dernier masque tombe. L'illusion d'une souveraineté préservée dans le Sud s'effondre. Le bouclier se retrouve lui-même sous la botte directe de l'occupant. Pétain assiste, impuissant, au sabordage de la flotte à Toulon, ultime geste d'une marine qui refuse de tomber intacte aux mains de l'ennemi. Dans ses carnets, le maréchal note sa douleur. Dans les faits, son pouvoir se réduit à celui d'un prisonnier d'honneur. À partir de 1943, le pays se fissure de toutes parts. Les maquis se développent dans les montagnes, les forêts, les campagnes isolées. Des jeunes refusent l'STO, prennent le maquis, rejoignent la résistance. En face, Laval et ses alliés créent la milice, dirigée par Joseph Darnan. Officiellement, c'est une force d'ordre français, placée sous l'autorité de Pétain. Concrètement, c'est une troupe paramilitaire qui traque, torture, exécute résistants, juifs, opposants, souvent avec une brutalité supérieure encore à celle de la Gestapo. Dans les villages, on entend le crissement des camions qui arrivent de nuit, on voit les silhouettes armées qui défoncent les portes, on découvre au matin des corps abandonnés dans un fossé, avec, parfois, le mot « traître » épinglé sur la poitrine. Le maréchal, enfermé dans son hôtel du parc, voit défiler les rapports, les télégrammes, les messages désespérés de préfets ou d'évêques, qui le supplient d'intervenir.
Il reçoit des envoyés de la résistance intérieure, de l'étranger, qui tentent de sonder ses intentions, d'obtenir au moins un geste public, un signe de désaveu envers les pires collaborateurs. Il tergiverse, rédige des lettres de protestation adoucies, parfois jamais envoyées. Il se plaint d'être prisonnier, d'être menacé par les Allemands, de risquer d'être emmené en Allemagne s'il désobéit. Ses défenseurs futurs verront là la preuve de son bouclier. Ses accusateurs y liront la marque d'une abdication morale. Quand on a le prestige du vainqueur de Verdun, le silence est aussi une décision. La rivalité avec Laval atteint alors une dimension presque intime. Les deux hommes se croisent dans les couloirs, se supportent à peine. Laval méprise ce vieillard qu'il juge dépassé, bon tout au plus à prêter sa figure à des affiches. Pétain, lui, abhorre cette créature de la politique qui marchande des vies avec les Allemands comme on négocie un contrat, mais aucun des deux ne lâche. Pour Laval, la course contre la montre consiste à prouver jusqu'au bout sa loyauté au Reich, espérant, contre toute évidence, sauver sa mise en cas de victoire allemande. Pour Pétain, le temps devient une sorte de pari tragique. S'il tient encore quelques mois, si le front bouge encore, peut-être pourra-t-il dire demain qu'il a limité les dégâts. Mais chaque jour supplémentaire alourdit son passif. En 1944, l'orage final éclate. Le 6 juin, les Alliés débarquent en Normandie. La rumeur de ce jour se répand comme une traînée de poudre dans tout le pays. Les affiches à l'effigie du maréchal sont déchirées, barbouillées de graffitis. Dans certaines villes, des foules invisibles, cachées derrière les volets, retiennent leur souffle. Le temps de l'occupation est-il enfin compté ? Les attentats contre les Allemands se multiplient, les représailles aussi. Les pendaisons publiques, les exécutions d'otages, les villages massacrés comme Oradour-sur-Glane révèlent jusqu'où peut aller la logique de terreur. À Vichy, la radio continue de diffuser des communiqués dérisoires. Laval parle de complot anglo-juif. Pétain, de plus en plus absent, en vient parfois à refuser tout simplement de lire les discours qu'on lui prépare. Les Allemands, conscients que Vichy n'est plus qu'un décor en carton, décident de l'emporter avec eux dans leur retraite. En août 1944, alors que Paris se soulève, des officiers allemands viennent chercher Pétain. La scène, rapportée par les témoins, a quelque chose de crépusculaire. Dans sa chambre, le vieux maréchal refuse d'abord de partir. Il répète qu'il ne quittera pas la France, qu'il veut partager le sort des Français. On le persuade, on le menace, on le presse. Le temps, encore une fois, est compté. Des véhicules attendent, moteurs tournant. Finalement, Pétain cède, ou plutôt il est emporté. Dans la nuit, la petite équipe de Vichy s'arrache de son dernier ancrage. Direction l'Allemagne, la forteresse de Sigmaringen, où les débris du régime se retrouveront parqués comme dans une pièce de théâtre absurde. Dans ce convoi, la rivalité avec Laval survit, grotesque. L'un continue de rêver à un impossible retournement, l'autre se mure dans un silence de pierre. Pétain refuse désormais de signer le moindre texte, de participer à la comédie d'un gouvernement français, en exil sous tutelle nazie. Il ne parle presque plus, s'enferme dans une sorte de mutisme obstiné. Le temps, qu'il croyait avoir réussi à dompter, à utiliser comme un allié, l'a finalement rattrapé. Son nom, si longtemps associé à Verdun et à la victoire, est désormais indissociable d'affiches jaunies, de wagons plombés, de rafles à l'aube. Tandis que, à Paris libéré, De Gaulle remet en place l'État républicain, à Sigmaringen, le vieil homme prend conscience que sa dernière bataille sera celle de son propre récit. Il sait que, tôt ou tard, il devra revenir en France et affronter le jugement, celui de la justice bien sûr, mais surtout celui des survivants, des orphelins, des résistants, des Français ordinaires qui ont cru. Un temps, à la promesse d'un maréchal protecteur, les horloges de la guerre s'arrêtent peu à peu. Pour Philippe Pétain, une autre horloge commence à battre, celle, implacable, de la mémoire. Le 23 juillet 1945, un vieillard de 89 ans traverse la cour de la prison de la Santé. Autour de lui, des centaines de personnes hurlent « À mort ! À mort, Pétain !» Des pierres volent, des poings se lèvent. Et ce vieil homme courbé, aux lèvres serrées, c'est le même que, 29 ans plus tôt, des foules en délire acclamaient comme le vainqueur de Verdun. Entre ces deux images, une question brûle comme un projecteur braqué sur son visage. Qui est vraiment jugé aujourd'hui, Philippe ? Pétain ou la France elle-même ? Quelques semaines auparavant,
Dans le château de Sigmaringen, l'air sentait déjà la défaite. Les couloirs résonnaient de conversations étouffées, de disputes absurdes entre ex-ministres sans ministère. Laval tentait encore de composer des messages, des plans impossibles, des contacts avec des Allemands qui ne croyaient même plus à leur propre victoire. Pétain, lui, s'était muré dans un silence obstiné. Il refusait de présider les réunions, refusait de signer, refusait même de se laisser filmer. Dans cet univers crépusculaire, il ne lui restait qu'une obsession. Revenir en France, revenir, même enchaîné, plutôt que finir comme figurant dans la déroute nazie. Il envoyait des lettres, appelait les autorités alliées à reconnaître son souhait de se livrer pour répondre de ses actes. Le vieux soldat, qui avait cru pouvoir dompter le temps, se retrouvait à supplier pour que l'heure du jugement arrive enfin, avant que son propre corps ne le lâche. En avril 1945, au moment même où Berlin s'écroule, la rivalité qui avait structuré Vichy connaît son dernier soubresaut. Laval, cherchant une issue, tente de gagner l'Espagne, est arrêté, remis aux autorités françaises. Pétain, lui, accepte d'être remis officiellement aux mains du gouvernement provisoire de la République française. Dans la voiture qui l'emmène vers la frontière, il garde ce masque impénétrable, mais à l'intérieur, tout est à nu. Il sait qu'il ne dispose plus que de quelques années, peut-être de quelques mois, pour imposer sa version de l'histoire. Sauveur ou traître, le sablier se vide. Quand il franchit enfin la frontière, la scène est presque théâtrale. Des officiers alliés, des représentants du gouvernement provisoire, quelques journalistes triés sur le volet. Tout est consigné, filmé, photographié. Le vieil homme descend, s'arrête, pose le pied sur le sol français, puis déclare d'une voix ferme, malgré son âge: « Je remets ma personne entre les mains de la justice de mon pays. » Derrière la formule, il y a un calcul. Pétain veut croire qu'un procès, surtout public, lui permettra d'expliquer, de convaincre et de retourner au moins une part de l'opinion, de montrer qu'il n'était pas Laval, qu'il n'était pas Darnand, qu'il n'était pas un collaborateur par conviction, mais un bouclier obligé. Mais dehors, la France qui sort de l'occupation n'a plus la patience des nuances. Le pays est encore secoué de règlements de compte. On tond des femmes sur les places publiques, on fusille des anciens miliciens, on traduit en justice les plus compromis, on règle dans des caves et des hangars ce qui parfois relève autant de la vengeance que de la justice. Dans ce climat, le nom de Pétain n'est plus celui du héros de Verdun, c'est le symbole du régime honni, des affiches travail, famille et patrie, des rafles, du STO, de l'humiliation nationale. Le nouveau maître de la France libérée, Charles de Gaulle, l'ancien officier inconnu que Pétain méprisait, est maintenant à la tête du gouvernement provisoire. Entre les deux hommes, une rivalité silencieuse et implacable se dessine, qui, du vieil icône de Verdun ou du chef de la France libre, incarnera pour l'histoire le véritable visage du pays en guerre. Le procès de Philippe Pétain est fixé à l'été 1945. Le calendrier n'est pas anodin, on veut aller vite. Le pays doit se reconstruire, l'épuration être encadrée, l'État républicain réaffirmé. Le vieil homme est incarcéré à la santé, sous haute surveillance. Il ne mange que peu, dort mal, se plaint du bruit, de l'éclairage, des visites médicales répétées. Son entourage, quelques fidèles, tente de préparer sa défense. On rassemble des lettres de soutien, des témoignages d'officiers de 14-18, de familles de prisonniers libérés. Grâce à son intervention supposée, on martèle un argument comme un slogan « Pétain bouclier, de Gaulle épée ». Au dehors, la plupart des Français ne veulent plus entendre parler de bouclier. Ils voient surtout les coups portés. À la fin juillet, la Haute Cour de justice s'installe dans la salle de l'ancien palais Bourbon, les gradins sont remplis, on a distribué des cartons d'invitation comme pour un spectacle, on se presse aux portes, on se bouscule pour apercevoir le maréchal. Lorsqu'il apparaît enfin, appuyé sur une canne, en uniforme, le visage ravagé par l'âge, un murmure parcourt la salle. Certains reconnaissent encore le profil haussmannien du héros de Verdun. D'autres ne voient qu'un vieil homme, presque sourd, qui peine à s'asseoir. L'un de ses avocats, Jacques Izorni, lance d'entrée une phrase choc. « Ce n'est pas un homme que vous allez juger, c'est une légende ». Il espère, par ce contraste, réveiller en chacun le souvenir du passé glorieux, mais le ministère public répond aussitôt. Justement, c'est parce qu'il était une légende qu'il devra répondre plus sévèrement.
Les jours d'audience se succèdent, chargés comme des batteries d'artillerie. Les témoins défilent, certains pour accabler, d'autres pour défendre. On lit à haute voix les statuts des Juifs, les décrets contre les communistes, les ordres de répression, les télégrammes échangés. Avec les Allemands, les lettres signées P. Pétain, au bas de liste de mesures terribles. L'avocat rappelle Verdun, la saignée évitée, la discipline maintenue, les mutineries apaisées. Le procureur, lui, insiste sur Montoire, sur la poignée de main avec Hitler, sur la phrase « J'entre dans la voie de la collaboration ». À chaque fois, le même visage, immobile, au centre. Un homme qui semble parfois ne pas entendre, qui s'exprime peu, qui se retranche. Derrière cette phrase, « J'ai voulu servir la France ». Pour maintenir la tension dramatique, tout se joue sur un compte à rebours personnel. Pétain, à 89 ans, sait qu'il n'a plus le temps de se perdre dans les subtilités des procès interminables. Il refuse de répondre à certaines questions, déclare qu'il ne parlera plus, qu'il laisse sa mémoire aux mains de ses défenseurs. Ce silence, calculé, se retourne contre lui. Une partie du public y voit de l'arrogance, une autre de la lassitude, mais presque. Personne n'y lit l'aveu d'une impossibilité de justifier l'injustifiable. Dehors, la presse publie chaque matin les meilleures répliques de la veille, caricature le vieil homme, brocarde les tentatives de plaider son grand âge. Dans les cafés, on parie sur le verdict, travaux forcés à perpétuité, condamnation à mort, acquittement impossible. La rivalité avec Laval, pourtant jugée séparément, affleure parfois entre les questions. Les avocats de Pétain insistent, c'est Laval qui a poussé à la collaboration active, Laval qui a voulu le STO, Laval qui a pactisé avec la Gestapo. On tente de faire du maréchal un rempart contre les excès de son ancien Premier ministre, mais les pièces du dossier s'accumulent, froides, implacables. Les lois antisémites ont été durcies par Pétain lui-même. La milice a prêté serment au maréchal, chef de l'État. Les appels radiophoniques du vieil homme, même prudents, ont encouragé la soumission. La frontière entre le bouclier et l'épée se brouille, se fissure, s'effondre. Le 15 août 1945, le verdict tombe. La haute cour déclare Philippe Pétain coupable d'intelligence avec l'ennemi et de haute trahison. La peine est maximale. La mort, assortie de la dégradation nationale. Dans la salle, un instant de silence, comme un vide d'air, puis des exclamations, des applaudissements, des huées. Le vieil homme se lève avec peine, se découvre, écoute sans ciller la lecture de la sentence. La France vient de condamner à mort le vainqueur de Verdun. Le contraste est si violent qu'il semble défier toute logique, mais déjà une autre scène se prépare. En coulisses, l'intervention de Charles de Gaulle. De Gaulle, président du gouvernement provisoire, tient là un dilemme historique. Laisser exécuter Pétain, c'est affirmer avec une force sans appel la rupture avec Vichy. Mais c'est aussi prendre le risque de fracturer une partie du pays, de transformer le maréchal en martyr pour ceux qui, encore, lui sont restés fidèles. Le général choisit une voie médiane, un twist inattendu dans ce drame national. Il commue la peine de mort en réclusion criminelle à perpétuité, en considération de la vieillesse du condamné et des services éminents rendus à la patrie. En une décision, il entérine le jugement tout en évitant le sang versé. Pour Pétain, c'est à la fois un sursis et une humiliation ultime. Il ne mourra pas sous les balles, mais il terminera ses jours comme un prisonnier, isolé sur une île balayée par les vents. À l'automne 1945, un petit convoi discret quitte la France continentale. Sous bonne garde, on transfère le maréchal vers l'île d'Yeu, forteresse minuscule plantée au large de la Vendée. Là, dans le fort de Pierre-Levé, d'anciens militaires surveillent celui qui fut chef de l'État. Sa cellule est nue, quelques meubles simples, une table, un lit, une fenêtre protégée de barreaux par où entre un bout d'océan et beaucoup d'humidité. Le vieil homme, qui a tant joué avec l'idée du temps, se retrouve confronté à un temps figé, sans horizon, rythmé seulement par les visites du médecin, du prêtre, de rares proches autorisés à faire la traversée. Sa santé décline. Il perd la mémoire par à-coups, répète les mêmes phrases, confond les dates. Certains jours, il croit entendre encore le grondement de l'artillerie de Verdun. D'autres, il se plaint du froid, de la nourriture, du silence trop lourd. On le voit écrire, de sa main tremblante, des notes qu'il souhaite voir publiées après sa mort, lettres à l'histoire où il tente une dernière fois de plaider sa cause.
Il affirme avoir sauvé ce qui pouvait l'être, insiste sur les pressions allemandes, minimise sa part dans les pires décisions. Même enfermé sur ce rocher, il se bat toujours contre le même adversaire invisible, la mémoire collective qui, dehors, se forme sans lui, souvent contre lui. Pendant ce temps, en France, le procès de Laval se conclut par une condamnation à mort, suivie d'une exécution. En octobre 1945, le principal collaborateur, celui qu'on brandissait comme la figure du mal absolu, tombe sous les balles d'un peloton. Pétain, de son côté, survit. Cette dissymétrie renforce le contraste entre les deux anciens rivaux. L'un disparaît dans le bruit sec des fusils, l'autre s'enfonce lentement dans l'oubli moite d'une île-prison, mais ce n'est pas un oubli complet. Chaque année, quelques fidèles, anciens combattants de 14-18, monarchistes, militants d'extrême droite, envoient des lettres, des colis, parfois essaient d'organiser des campagnes pour exiger sa libération au nom de son grand âge et de Verdun. Une pétition circule. Des intellectuels conservateurs prennent la plume. Les gouvernements successifs refusent. De Gaulle, revenu au pouvoir plus tard, ne cédera jamais sur ce point. Le temps, désormais, travaille à une autre échelle, celle des générations. Les enfants qui apprennent l'histoire de la guerre à l'école n'entendent plus seulement parler du maréchal Sauveur. Ils voient son visage dans les affiches de Vichy, ils entendent ce mot, collaboration, comme une tâche indélébile. Dans les manuels, Verdun et Vichy se côtoient, deux chapitres d'une même vie qui ne s'annulent pas, mais se confrontent. C'est là l'héritage le plus trouble de Philippe Pétain. Avoir lié, dans un même nom, un des moments de résistance les plus héroïques de la France et l'une de ses plus profondes abdications. Le 23 juillet 1951, au petit matin, dans sa cellule de l'île d'Eyeu, Philippe Pétain s'éteint à 95 ans. La nouvelle, annoncée par la radio, ne provoque ni liesse ni immense tristesse. Elle suscite plutôt un silence embarrassé, comme si le pays, confronté à ce décès, ne savait pas très bien comment réagir. Quelques anciens combattants demandent qu'il soit enterré aux Invalides, auprès des grands chefs militaires de la nation. Le gouvernement refuse. Le maréchal repose alors au cimetière de Port-Joinville, modeste tombe sur une île vantée, loin du tumulte des grandes nécropoles nationales. À la pierre simple est gravé un nom qui, pour beaucoup, brûle encore les lèvres. Pourtant, même après sa mort, le conflit central qui a traversé sa vie continue de produire ses ondes de choc. Dans les décennies suivantes, des groupes pétainistes poursuivent leur combat mémoriel. Ils éditent des brochures, organisent des messes, des pèlerinages à l'île-Dieu, brandissent toujours le même argument, sans Pétain. Et la France aurait connu pire. De l'autre côté, des historiens fouillent les archives, retrouvent des circulaires, des témoignages, démontent patiemment la légende du vieil homme contraint. À mesure que s'ouvrent les dossiers, la réalité de la persécution des Juifs, du rôle autonome de Vichy dans la mise en œuvre de ses politiques, apparaît avec une précision glaçante. Chaque nouveau document creuse un peu plus la fosse entre le mythe du bouclier et les faits. L'ombre de Pétain plane aussi sur la vie politique française. À chaque crise, à chaque tentation autoritaire, son nom ressurgit comme un avertissement. Jusqu'où peut-on aller au nom du salut public? Où se situe la frontière entre compromis et trahison? Le visage ridé du maréchal, son képi brodé, ses yeux pâles, deviennent des symboles que l'on brandit pour dénoncer ou pour défendre. Certains tentent de séparer complètement Verdun de Vichy, de sauver le soldat en condamnant le chef d'État, mais l'histoire, cruelle, ne se laisse pas facilement découper en tranches rassurantes. Il arrive encore, certain 11 novembre, qu'on aperçoive, au milieu des gerbes déposées devant des monuments aux morts, une plaque discrète, une photo jaunie de Pétain, déposée en cachette par un nostalgique. Il arrive aussi que, dans un débat télévisé, un responsable politique lâche ce nom, Pétain, comme une accusation suprême ou comme une provocation. Chaque fois, le passé remonte, avec ses wagons plombés, ses files d'enfants arrachés à l'aube, ses conseils de guerre de 1917, ses tranchées noyées de boue et de sang. La trajectoire de ce seul homme semble alors condenser, à elle seule, la capacité d'une nation à produire, du même geste, un héros et un bourreau. Au bout du compte, Philippe Pétain a perdu sa dernière course contre le temps. Il voulait que l'avenir retienne surtout Verdun. L'avenir, inexorable, a retenu aussi et peut-être surtout Vichy.
Il voulait se poser en rival de Gaulle pour le titre de sauveur de la France. L'histoire, sans pitié, a tranché en faveur de l'homme de Londres. Il croyait pouvoir maîtriser le récit de sa vie en jouant de son prestige, de sa gloire passée. Ce sont des juges, des survivants, des historiens, des témoins anonymes qui en ont écrit les pages les plus décisives. Et nous, qui regardons ces images en noir et blanc, ces foules en liesse de 1918 et ces cris de haine de 1945, nous sommes renvoyés à notre propre vertige. Comment un pays, comment chacun d'entre nous peut-il basculer ainsi en l'espace d'une génération de l'œil? Adoration à la condamnation? Dans le contraste incandescent de Philippe Pétain, c'est une part de la fragilité humaine qui se reflète, cette capacité à se raconter des histoires pour tenir, à se tromper d'ennemis, à confondre l'obéissance avec le salut. Son nom, chargé de gloire et de honte, continue de hanter la mémoire française comme une question sans réponse définitive.